Alors, moi aussi, j'ai hérité d'une des communications de François Malcaz qui s'est absenté, comme vous le savez. Je vais donc vous parler à la fois des indications et contre-indications de la chirurgie, et ensuite de la façon dont on mesure une réfraction. En fait, quand on voit un patient en consultation, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va l'opérer ? Une fois qu'on a répondu à cette question-là de façon positive, il faut bien entendu savoir quantifier ce qu'on va faire. Je vais rester volontairement assez simple, assez basique peut-être. Pour ceux dont les neurones ont un peu chauffé avec la barométrie, je vais activer vos circuits de refroidissement. Alors si on parle de chirurgie réfractive, bien sûr, il y a différents domaines. Ça peut être soit une chirurgie réfractive cornéenne, la ZIC, PRK et ses dérivés, SMILE, dont parlera tout à l'heure Laurence Le Sueur. Il peut s'agir d'une chirurgie additive. Là, on n'a plus beaucoup de choses actuellement. On a l'ICL en chambre postérieure et il ne nous reste plus que les implants à fixation aérienne, puisqu'il n'y a plus d'implants à fixation angulaire en chirurgie réfractive. Et enfin, il peut s'agir bien sûr d'une chirurgie cristallinienne. Dans les indications et les contre-indications, je vais quand même surtout vous parler de la chirurgie cornéenne pour deux raisons. La première, c'est que les autres chapitres, chirurgie additive et chirurgie cristallinienne, vont faire l'objet de topos séparés dans le reste de la journée. Et la seconde raison, c'est que ces deux domaines-là se nourrissent des contre-indications de la chirurgie cornéenne. Donc, quand on a les contre-indications de la chirurgie cornéenne, on commence à réfléchir aux indications des autres techniques. Alors, d'abord, il y a bien sûr des éléments d'ordre général. L'âge n'est pas une pathologie, mais enfin, il faut en parler. On n'opère en général pas de chirurgie cornéenne avant 21 ans. On n'opère en général pas après 60 ans, parce que ça n'est pas la ZIC et la technique de choix après 60 ans. Il faut moduler ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement impossible non plus de poser des indications de chirurgie cornéenne chez des patients de plus de 60 ans. Et ça dépend de l'état du cristallin et du vitré. En gros, si le cristallin est d'une clarté absolue et le vitré non décollé, alors il faut quand même réfléchir à l'option cornéenne, qui n'est pas forcément absurde. La femme enceinte est une contre-indication temporaire, bien sûr. Le diabète déséquilibré, eh bien, tout simplement parce qu'on a une réfraction très instable et qu'on ne sait absolument pas sur quelle base on va opérer chez ces patients-là. On évite en général d'opérer des patients qui présentent des pathologies auto-immunes, en particulier si on envisage de faire une chirurgie de type PKR, parce que là, on maîtrise sans doute beaucoup plus mal les processus de cicatrisation. Et puis, pathologie psychiatrique, vraiment je le mets avec 3 croix parce que c'est évident, mais le problème c'est que c'est pas toujours évident à dépister et il faut savoir écouter les patients en consultation, il faut bien les interroger sur leur motivation, les écouter décrire leurs problèmes et parfois il faut savoir accuser un patient dont les attentes sont tellement excessives que ça devient pathologique. Quand un patient vous envoie 12 mails après la consultation, il faut se méfier quand même. Il faut interroger les gens sur leur motivation, sur la profession. Si leur motivation, c'est une profession exigeant d'avoir une bonne acuité visuelle sans correction, il faut quand même vérifier les critères d'aptitude parce qu'il ne faut pas que le fait d'avoir été opéré devienne un critère d'inaptitude pour la profession qu'ils ont envisagée. Il faut les interroger sur leurs activités sportives, sur leurs loisirs. S'il s'agit d'un patient qui fait des sports nautiques ou des sports de combat, il ne faut sûrement pas lui proposer un LASIK. Si c'est quelqu'un qui envisage d'entrer dans l'armée, la PKR est souvent une technique à préférer parce que le délai au bout duquel on redevient apte à l'engagement est plus court qu'avec le LASIK, et parfois il peut y avoir une inaptitude pour le LASIK. Et enfin, il faut vraiment demander aux patients de s'exprimer sur ses besoins visuels courants, en particulier si c'est un presbylasique, parce qu'il faudra vraiment bien expliquer à ce patient-là que le presbylasique est quand même une affaire de compromis. Serge Zaluski vous en parlera beaucoup plus en détail tout à l'heure. Il faut tenir compte aussi de ce que j'appelle le statut ophtalmologique, c'est-à-dire que bien entendu, si c'est une amétropie encore évolutive, il ne faut pas l'opérer, il faut attendre la stabilisation. On n'opère pas les monophtalmes et les grands amblyopes. Et d'une manière générale, sans entrer dans les détails, on n'opère pas en chirurgie réfractive des patients qui sont atteints d'une pathologie ophtalmologique évolutive, qu'elle soit cornéenne, qu'elle soit rétinienne, inflammatoire ou glaucomateuse. On en redira un tout petit mot tout à l'heure. D'une manière générale, la chirurgie réfractive s'adresse à des patients dont l'examen est par ailleurs normal. Et puis, une fois que vous avez interrogé votre patient et dressé un petit peu le tableau, eh bien, vous allez l'examiner et il y a un certain nombre de données de l'examen qui vont être des éléments d'indication ou de contre-indication à la chirurgie. On va les prendre un par un.
Le degré d'amétropie, bien entendu, on a des limites, on ne peut pas tout faire. Si on parle de chirurgie cornéenne, il ne faut probablement pas aller au-delà de 9 dioptries. Et encore, ça dépend de la cornée à laquelle on va s'adresser. En hypermétropie, 6 dioptries est sûrement un maximum qu'on ne peut pas dépasser, même avec les algorithmes de traitement les plus actuels. Et en astigmatisme, 5 dioptries est une limite raisonnable. Bien entendu, pour toutes ces limites qu'on se fixe, il faut les corréler aux données de l'examen, c'est-à-dire que la limite de 9 dioptries, par exemple pour une myopie, elle ne sera pas la même sur une cornée qui fait 520 microns ou sur une cornée qui fait 600 microns. Il faut aussi tenir compte de la kératométrie initiale, parce qu'on peut très bien faire une projection de ce qu'on va obtenir après chirurgie. Si vous faites un LASIK myopique, vous allez aplatir la cornée. En hypermétropie, c'est le contraire. Et il ne faut pas sortir des clous, c'est-à-dire qu'en dessous de 35 dioptries ou au-dessus de 48 dioptries, les images qui seront envoyées à la rétine à travers cette cornée ne seront sans doute pas des images très confortables. Il faut aussi tenir compte du diamètre pupillaire. Parfois, un grand diamètre pupillaire peut être une cause de modulation de l'indication. Si vous avez une grande amétropie à traiter et que le diamètre pupillaire est également grand, alors il va falloir élargir la zone optique. Et si vous élargissez la zone optique, vous allez augmenter la profondeur de traitement. Et donc, ce sont des paramètres dont il faut tenir compte. La topographie cornéenne, bien sûr, on en a tout à l'heure parlé beaucoup en détail, mais juste pour vous en dire un mot, on a 3 situations. On a les cornées parfaitement normales, on les aime, mais elles ne sont pas si fréquentes que ça. Et là, on peut faire ce qu'on veut en fonction du degré d'amétropie et de ses préférences. On peut faire un LASIK, une PKR ou un SMILE. On a des cornées qui sont parfaitement pathologiques. Et là, c'est tout à fait facile aussi de répondre aux patients que l'indication opératoire est à proscrire. Et puis, on a beaucoup en consultation de cornées qui sont des cornées douteuses parce qu'elles ont un petit degré d'asymétrie verticale et sur lesquelles on va se poser des questions sur l'indication. Et chez ces patients-là, eh bien, on va devoir faire une analyse multicritère qui va faire intervenir beaucoup de facteurs. L'âge est important. On n'a pas la même exigence de normalité cornéenne à 21 ans et il y a 40 ans. Le degré d'amétropie, bien sûr. Si on traite une myopie de -2, on sera moins exigeant que si on traite une myopie de -8. La pachymétrie, bien sûr, puisqu'on va projeter la pachymétrie post-opératoire après le passage du chirurgien. On va se céder d'autres arguments, tels que l'hystérésie, dont sans doute David Touboul vous parlera tout à l'heure, avec l'aura. Si l'aura montre des éléments qui sont en faveur d'un kératocone fruste, eh bien, ce sera un argument pour récuser le patient. On va céder des indices dont vous a parlé Tan tout à l'heure, éventuellement des scorings topographiques qui sont disponibles sur certains appareils qui permettent d'établir une zone à risque ou une zone où la chirurgie peut être proposée. On regardera aussi la bérométrie parce que, sans rentrer dans les détails, quand vous avez une cornée qui vous paraît douteuse et que vous avez à la bérométrie un taux important de coma vertical, c'est sûrement aussi un élément d'alerte qui doit vous faire évoquer la possibilité d'un kératocone fruste et donc renoncer à la chirurgie. Et donc en fonction de cette analyse multicritère, il faudra décider entre l'abstention, une technique de surface ou éventuellement un SMILE qui est sans doute peut-être aussi une option intéressante sur ces cornées un peu limites. La pression intraoculaire, un petit mot pour dire que s'il y a une hypertonie oculaire sans neuropathie glaucomateuse, on peut envisager une chirurgie réfractive. Encore faudra-t-il adopter une nouvelle pression intraoculaire de référence qui va être plus basse puisque le fait d'amincir la cornée va modifier le chiffre de PIO mesuré, donc ce sera la nouvelle norme et bien sûr on continuera à surveiller ces patients sur plan clinique et paraclinique. S'il s'agit d'un glaucome avéré avec des déficits périmétriques, je pense qu'il faut renoncer à la chirurgie réfractive. La sécheresse oculaire, Béatrice en a parlé très longuement tout à l'heure, juste pour vous expliquer qu'il y a quand même 2 situations qu'il faut différencier. Les petites sécheresses modérées qui sont souvent en fait la motivation à la chirurgie, puisque les gens qui viennent pour demander une chirurgie réfractive cornéenne sont souvent des patients qui ont porté des lentilles et qui ne les supportent pas. Et dans ces intolérances tardives aux lentilles, il y a souvent un certain degré de sécheresse oculaire qui en soi n'est pas une contre-indication. Alors bien entendu, tous les appareils dont Béatrice Kochner vous a parlé sur les moyens de quantifier et de qualifier la sécheresse oculaire sont les bienvenus pour savoir quels patients on va opérer et lesquels on va récuser. Mais la petite sécheresse modérée d'un intolérant aux lentilles n'est pas une contre-indication, c'est encore une fois ce qui mène souvent à la chirurgie. En revanche, si vous avez un patient avec une sécheresse sévère, non seulement il y a vraiment un risque d'aggravation sur un mode très sévère, et les sécheresses très sévères qu'on voit après l'ASIK, il n'y en a pas beaucoup, mais quand vous en avez une, vous ne l'oubliez pas. Mais n'oubliez pas également que lorsque vous avez un patient qui consulte dans un état de sécheresse déjà
avérée, on est souvent absolument impossible d'interpréter les images préopératoires, en particulier les images d'ORB-scan sont non interprétables, la pachymétrie est fausse, la face postérieure est également mal évaluée, le pentacam donne des images un peu plus évaluables en Scheimpflug, mais l'ORB-scan par exemple est parfois totalement ininterprétable simplement parce que l'œil est sec. Tenir compte aussi dans l'examen de l'existence de pathologies épithéliales. Si vous avez un patient qui a une histoire d'érosion épithéliale récidivante ou qui à l'examen a un aspect évoquant une dystrophie antérieure de type Cogan, il faut sûrement préférer une PKR parce que, Béatrice vous en a parlé aussi tout à l'heure, il y a des risques majeurs de complications épithéliales si vous faites un LASIK avec des abrasions épithéliales majeures, une invasion épithéliale éventuellement. Et sur ces patients-là, la PKR, permet de faire d'une pierre deux coups. On traite la métropie et on recrée une adhésion un petit peu plus solide entre une néobasale et l'épithélium qui va se reformer. Enfin, il faut tenir compte de l'état du cristallin du vitré. Il est évident que si vous avez un patient, même jeune, qui a des opacités cristallines potentiellement évolutives, vous n'allez sûrement pas lui proposer une chirurgie cornéenne. Et en revanche, sur un patient sur lequel vous vous interrogez entre presbylasique ou chirurgie cristallinienne, un patient de plus de 55 ans, disons, eh bien, l'état du vitré est également quelque chose qu'il faut regarder parce que, en l'absence de décollement vitréen déjà constitué, il faut quand même être bien conscient du risque rétinien chez le myope. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous vous rendez compte donc, en fin de consultation que la décision opératoire est une analyse multifactorielle qui va tenir compte de tout ce que vous avez pu relever à l'examen. Il ne faut pas hésiter à donner des explications claires et franches à des patients qui ont des indications limites. Il ne faut pas hésiter à leur dire non quand vous pensez qu'il faut dire non, et c'est vraiment pas rare. Dans une consultation normale, c'est au moins 20 à 25% de patients qu'on récuse. Et puis quand vous avez essayé de répondre à toutes les questions et que vous continuez à hésiter, que vous avez interrogé vos collègues, soumis le cas à tous les membres de votre clinique par mail, la dernière question qu'il faut se poser, moi je le fais régulièrement, c'est « et si c'était alors mon fils, ma soeur, ma mère, ce que vous voulez, ça dépend de votre âge et de l'âge du patient ». Mais en général, c'est une... En général, c'est une bonne façon de répondre à la question. Si vous répondez non à cette question, alors il ne faut sûrement pas l'opérer si vous voulez continuer à dormir tranquille. Voilà, ça c'était la partie indication-contre-indication. On va maintenant parler de la mesure de la réfraction, puisque si la réponse est oui aux questions précédentes, alors il faut savoir ce qu'on va faire. Donc la mesure de la réfraction, c'est bien sûr la première étape de l'examen, et évidemment, elle est très importante. Même si elle est confiée à l'orthoptiste, c'est un élément important de l'examen parce que ça va mettre le patient en confiance. Et puis pour le médecin qui va proposer la chirurgie, éventuellement une chirurgie à bascule dans un presbylasique, c'est très important de pouvoir simuler, de façon un peu grossière, mais de pouvoir simuler une bascule à un patient pour lui expliquer ce que c'est et lui montrer quelle est sa tolérance à la monovision. L'interrogatoire, c'est la première étape. Il faut, ça on en a parlé tout à l'heure, l'interroger sur ses motivations, etc., sur l'évolution de sa réfraction, savoir, quand on a affaire à un astigmatisme élevé, si la correction optique a été portée tôt dans la vie, ce qui est très rassurant, en l'occurrence pour un astigmatisme congénital. Il faut l'interroger sur sa latéralisation, droitier-gaucher, l'œil de visée, les antécédents familiaux bien entendu, la prise de médicaments qui peuvent avoir une incidence sur la sécheresse oculaire, et puis il ne faut pas oublier de l'interroger sur ses toxiques. Moi je montre toujours cette observation d'un patient de 34 ans qui était venu consulter, qui se définissait lui-même comme caféinomane, qui avait donc la réfraction que vous voyez, il portait des lunettes qui étaient bien adaptées puisqu'il voyait bien avec, il avait... En réfraction subjective, il avait déjà un peu plus de myopie, donc un petit peu de spasme accommodatif. Sous skiacol, on retrouvait des choses qui étaient relativement proches de sa correction lunette, encore que l'hypermétropie était quand même beaucoup plus importante sur le gauche. Vous voyez qu'on était à plus 2 de sphère, alors qu'il n'avait que 0,50. Et donc, très logiquement, en fonction de toutes ces données, voici ce que j'ai programmé, plus de 50 à 75 à droite et ce que j'ai mis à gauche. Alors, jusque-là, tout va bien, mais voilà, quand vous voyez ça à J1, alors là, vous faites un bond, votre cœur s'arrête, et c'est vraiment ce que ce patient avait à J1 parce qu'il était en situation de spasme accommodatif majeur. Je vous rassure, spontanément, il a évolué comme ça 3 mois plus tard.
mais le premier jour, j'étais pas très fier de moi. Mais finalement, c'était très bien. Il a arrêté le café, absolument. Entre J1 et 3 mois, il a arrêté son intoxication à la caféine. C'est un monsieur qui buvait 30 cafés par jour. Enfin, c'était impressionnant. Mais il se définissait lui-même comme caféinomane. Et voilà, ça peut donner de grosses surprises réfractives. Alors, la mesure de la réfraction, eh bien, elle se fait en 3 étapes. L'acuité visuelle brute. Brut, ça veut dire sans correction, c'est très important. Parfois, quand les acuités sont faites par les orthoptistes, enfin la mienne, souvent, elle oublie de faire la réfraction, l'acuité sans correction. Et donc je lui dis, il faut la faire. Chez un presbyte que vous allez opérer, c'est quand même important d'avoir noté dans son dossier qu'il voit Pareto 12 avant chirurgie. Vous pourrez lui ressortir après pour pouvoir faire une comparaison. Donc acuité visuelle brute, réfraction objective, réfraction subjective. Donc indispensable dans tous les cas, de loin et de près, ça, on l'a dit. La réfraction objective, eh bien, elle passe par un certain nombre d'étapes qui sont d'abord le réfractomètre automatique, en sachant bien entendu qu'il faut interpréter ses résultats. La myopie est souvent surévaluée, l'hypermétropie sous-évaluée, et le cylindre est assez précis, à 5 ou 10 degrés près. Le réfractomètre donne en général aussi la kératométrie, et donc cette mesure à l'autoréfractomètre, dont aujourd'hui on aurait beaucoup de mal à se passer, est évidemment la base, le point de départ de toute réfraction subjective. Attention bien entendu au spasme accommodatif, si on ne fait pas de cycloplégie, et il faut faire des ajustements en fonction de l'appareil qu'on utilise. Le deuxième élément de réfraction objective, eh bien, c'est la topographie cornéenne, qu'elle soit spéculaire ou d'élévation. Pourquoi ? Parce que bien sûr, on en a parlé, elle permet d'épister les cornées pathologiques, mais c'est aussi un élément de mesure très précise de la kératométrie, qui est importante non pas tant en chirurgie réfractive cornéenne, puisqu'on va dans cette chirurgie-là corriger un astigmatisme global, mais qui est très importante dans les chirurgies cristallines avec un plan torique, dont Solange Milazzo vous parlera tout à l'heure, parce que là c'est vraiment l'astigmatisme cornéen qui nous intéresse, et la mesure de la kératométrie n'est pas toujours facile, tant les différents appareils donnent des mesures parfois disparates, et le topographe est très important pour ça. L'abéromètre, Béatrice vous en a parlé aussi, c'est absolument indispensable aujourd'hui en chirurgie réfractive parce que certes, c'est un outil de dépistage et de mesure des aberrations d'ordre élevé, mais c'est aussi un appareil de mesure des aberrations d'ordre faible, c'est-à-dire un super autoréfractomètre. Pourquoi super ? Parce que souvent, a posteriori, quand on analyse les données, on se rend compte que les mesures données par l'abéromètre sont souvent très voisines de celles que donne la réfraction sous cycloplégie. La réfraction subjective, eh bien, évidemment, elle est indispensable, quelle que soit la qualité des mesures qu'on a fait précédemment, puisque c'est elle qui va guider la programmation chirurgicale. Elle se fait normalement sur une séquence idéale qui est la suivante, réfraction subjective, puis cycloplégique, puis manifeste. La subjective, on a des classiques qui sont aussi classiques que non utilisés, voire oubliés. Je ne vous parlerai pas des phases vérificatrices, ni du cylindre de Jackson, ni de la croix de Jackson, qui est utile quand on recherche à chiffrer l'addition. La règle de Swain, en fait, on l'utilise un peu tous sans le savoir, même si on ne sait pas qu'elle s'appelle comme ça. C'est la règle qui relie l'acuité à la métropie, qui permet de trouver une cohérence entre l'acuité visuelle brute, sans correction, et la métropie. Si vous avez une amétropie à 1 dioptrie, par exemple, moins 1, eh bien, vous avez une acuité qui est à 0,25, c'est assez cohérent. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Les indispensables, parce que il faut vraiment les faire, eh bien c'est d'abord la mesure de la réfraction avec le brouillard, et c'est extrêmement facile à faire avec un réfracteur automatique, de débuter à 2 ou 2,5 dioptries au-dessus de la réfraction supposée, et puis de diminuer la sphère progressivement, en ayant mis le cylindre à sa valeur subtotale, et le test rouge-vert qui permet de mesurer précisément, enfin de donner un peu plus de précision dans la mesure de la myopie ou de l'hypermétropie. La réfraction manifeste, elle est normalement faite après la réfraction cycloplégique, c'est-à-dire au cours d'une seconde consultation. En pratique, j'ai mis 3 points de suspension. La seconde consultation n'a pas toujours lieu, et donc cette réfraction manifeste, elle est souvent évaluée a posteriori en confrontant les mesures faites au brouillard et avec la réfraction objective, subjective et abérométrique. La cycloplégie, elle est systématique. On ne peut pas se passer de cycloplégie si on ne veut pas sous-évaluer une hypermétropie ou surévaluer une myopie. Alors, pour ceux qui, exceptionnellement, décideraient de se passer de la cycloplégie,
il y a quand même des situations où vraiment on ne peut pas s'en passer. Et lorsqu'il s'agit de sujets jeunes hypermétropes, on ne peut absolument pas mesurer le degré réel d'hypermétropie sans cycloplégie. Si vous avez des mesures dispersées à l'autoréfractomètre, eh bien, il faut vraiment la faire. Si vous avez une distorsion entre les mesures de l'autoréfractomètre et de l'abéromètre, il faut la faire. Bien entendu, si vous avez un patient hétérophorique avec des spasmes accusatifs, on a du mal à s'en passer. Également en cas de strabisme et en cas de toxique, on en a déjà parlé tout à l'heure. Après la cycloplégie, eh bien, souvent on va redéfinir la réfraction manifeste en fonction de l'ensemble des données, donc un petit peu à rebours et pas forcément dans le bon sens. Mais si vous avez une distorsion importante entre ce que vous avez comme réfraction cycloplégique et comme réfraction subjective faite avant la cycloplégique, alors il ne faut pas hésiter à faire revenir le patient pour refaire une manifeste. L'enjeu est quand même important et dans ce cas-là, il faut demander au patient de revenir pour une seconde consultation lorsqu'il ne sera plus sous cycloplégie. Quelques situations particulières pour vous donner quelques détails, quelques petits trucs. L'exophorie est fréquente, très fréquente chez le myope, et donc il y a évidemment une tendance naturelle au spasme accommodatif qui explique que sous cycloplégie, on a souvent des baisses modérées de la myopie mesurée. S'il y a un écart important, il ne faut pas hésiter à prescrire de l'orthopsie avant la chirurgie. Dans les strabismes accommodatifs, c'est une situation qui n'est pas rare, des adultes jeunes qui ont eu un strabisme accommodatif depuis l'enfance, bien équilibré, bien redressé par les lunettes. Il faut leur expliquer ou par les lentilles, que la chirurgie va faire aussi bien en termes de redressement que ce que faisaient les lunettes ou les lentilles, mais attention au strabisme avec des grandes incommitances loin près, équipés de verres progressifs, là vous ne ferez pas aussi bien. Donc il faut bien leur expliquer que de loin ils seront probablement droits, mais qu'ils vont redévier en vision de près, à moins de remettre des verres progressifs 0+3, mais ce n'est pas forcément le but chez eux. Donc grande attention aux incommitances loin près, parce que ça c'est un grand piège si on n'y prend pas garde et si on ne les prévient pas avant. Dans les grandes anisométropies, il faut faire attention au risque d'induction d'une aniséiconie, éventuellement ne pas hésiter à demander un bilan orthoptique avant pour étudier les correspondances rétiniennes. La dominance oculaire, c'est très très important lorsqu'on parle de chirurgie de la presbytie. Alors, est-ce que c'est l'œil directeur, est-ce que c'est l'œil dominant, est-ce que c'est l'œil de visée? Si vous vous mélangez un petit peu dans toutes ces données, la chose la plus importante, c'est que bien sûr, on peut déterminer l'œil de visée par le test de la carte perforée ou du doigt pointé, mais en fait, ce qui nous intéresse, nous, en chirurgie réfractive, c'est pas tellement ça que plutôt de savoir quel est l'œil qui va supporter une petite pénalisation. Donc le test à faire en consultation, c'est la pénalisation de 0,75 à droite ou à gauche. Si ça n'est supporté ni d'un côté ni de l'autre, c'est sûrement pas une bonne indication à un presbylasique. Et bien entendu, il faut moduler cette pénalisation selon l'âge. Si vous avez affaire à un presbyte de 55 ans, 0,75, ça sera peut-être pas suffisant pour vous décider à lui faire un presbylasique. Et dans les cas où c'est difficile, ne pas hésiter à proposer aux patients de faire un essai en lentille monofocale toute bête, avec une pénalisation sur l'un des deux yeux, de loin, pour voir si c'est quelque chose qui est supportable au long cours. En conclusion de tout ça, eh bien, la réfraction, évidemment, il faut qu'elle soit déterminée de façon précise. Il faut bien déterminer les préférences et surtout l'œil capable de supporter une petite pénalisation. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, il faut faire quelques derniers réglages, parfois un tout petit peu empiriques, selon l'âge du patient et selon le modèle du laser et le programme qu'on va utiliser. Voilà, je vous remercie de votre attention.